Une adolescente de 16 ans disparaît. De minuscules fragments de métal, de bois et de peinture révèlent où elle s'est rendue durant la nuit de sa disparition. Mais ces éléments fourniront-ils des indices sur l'identité de la personne qui l'accompagnait? Une animatrice radio est assassinée. La police s'interroge. Qui pouvait bien la détester à ce point? Un bout de plastique, un chien renifleur et une éponge vont permettre aux enquêteurs de résoudre cette affaire. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Dans le combat sans merci qui oppose policiers et délinquants, les armes sont parfois inégales. Face à l'horreur et à la sauvagerie des crimes qu'ils doivent résoudre, les policiers s'appuient sur leur expérience et sur les technologies de pointe pour mener leur enquête. Et entre un objet contondant et un minuscule fragment d'aluminium, leur ingéniosité leur permet alors de révéler d'infimes détails qui suffiront à confondre le meurtrier. Et l'arme la plus efficace n'est alors pas nécessairement celle que l'on croit. Tracy Parker a 16 ans. Entre l'école, le sport, les devoirs et son petit boulot, la jeune fille a une vie bien remplie. Elle consacre le peu de temps libre qui lui reste à sa passion, l'équitation. On montait à cheval depuis qu'on était petite. En fait, mon père a acheté le seul poney qu'on ait jamais eu à la maison quand j'avais 4 ans, je crois. Les chevaux et les animaux ont toujours fait partie de notre vie. Les voisins de Tracy, Wayne et Sharon Fry, la laissent souvent monter leurs chevaux. En échange, la jeune fille nettoie les box. Mais après l'une de ses visites chez eux, Tracy disparaît. On ne la reverra jamais. Ma mère savait que Tracy devait aller là-bas pour monter. Au bout d'un moment, quand elle a vu qu'elle ne rentrait pas, elle a essayé de l'appeler. Et après, elle est allée chez les Fry pour savoir s'ils savaient où elle était. Les Fry disent aux parents de Tracy qu'ils sont allés dîner dehors et qu'à leur retour, Tracy n'était pas chez eux. Mais ils ont remarqué que le cheval préféré de la jeune fille transpirait, ce qui indique que quelqu'un l'a monté. De plus, le matériel d'équitation a été utilisé puis rangé. Tout semblait être en ordre dans leur maison. Et ma mère a continué à passer des coups de fil. Les parents de Tracy signalent sa disparition à la police. En l'absence d'indices, quand un adolescent ne rentre pas chez lui et qu'il a disparu depuis moins de 24 heures, on considère d'office qu'il s'agit d'une fugue et on oriente l'enquête dans ce sens. Les amis, les voisins, la police et des volontaires se mettent à la recherche de Tracy, mais elle reste introuvable. 5 jours plus tard, les vêtements de la jeune fille sont découverts dans une forêt située à 3 km de chez elle. Les vêtements étaient en tas, roulés en boule. Ils avaient été jetés dans les buissons depuis la route. Les vêtements étaient en très mauvais état. Ils étaient pleins de sang. Et comme il y avait presque tous ces habits, on a tout de suite pensé au pire. Toute la famille était bouleversée. Pour nous, ce jour-là, ça a vraiment été terrible. Tout près des vêtements se trouve une serviette rouge et une couverture orange, toutes deux maculées de sang. À cette époque, les analyses ADN ne sont pas encore très répandues. Mais grâce à un test sérologique, les experts scientifiques déterminent que le sang retrouvé est du groupe O, le même que celui de Tracy. Tracy ayant disparu après s'être rendu chez les Fry, la police fouille la maison et les écuries. Et ils y font une découverte surprenante. J'ai découvert des taches de sang sur la porte menant au sous-sol. J'ai trouvé ça très suspect. Il est évident qu'il s'agit d'éclaboussures de sang. Ce n'était pas une tache, ni une goutte. Le sang avait éclaboussé la porte avec une certaine force. Interrogés par la police, les Fry déclarent que le sang s'est retrouvé là à la suite d'un accident, une explication que les enquêteurs trouvent bien commode. J'en ai parlé à Wayne Fry. Je lui ai demandé s'il s'était blessé ou quelque chose, et il était effectivement blessé au pouce. Tout laisse à penser que la maison des Fry cache une scène de crime.
Mais les parents de Tracy espèrent toujours que leur fille est en vie. Ramenez-la à la maison. C'est tout ce que j'ai à dire. Tracy Parker, 16 ans, est allée chez ses voisins pour monter un de leurs chevaux. Ensuite, elle a mystérieusement disparu. Ses vêtements et une couverture maculée de sang ont été découverts à 3 km de là. Le fait d'avoir retrouvé ces vêtements nous a mis face à quelque chose que nous ne voulions pas envisager. La serviette rouge retrouvée avec les vêtements fournit une piste aux enquêteurs. La police découvre qu'elle appartient aux voisins de Tracy, les Fry. Ils l'avaient utilisée pour couvrir la fenêtre de leur garage. Ils n'étaient pas du genre dynamique, ils étaient un peu mous. Ils étaient un peu bizarres, sans plus. Mais ils n'avaient pas l'air méchants. Pour moi, il n'y avait aucune raison de se méfier d'eux. Pour moi, tout laissait à penser que la propriété des Fry abritait une scène de crime potentielle. Encore plus troublant, la police a découvert du sang dans la maison des Fry, sur la porte du sous-sol. À ce stade, on avait peut-être découvert le dernier endroit où s'était trouvée Tracy. Mais à la grande déception des enquêteurs, les analyses révèlent qu'il s'agit du sang de l'un des chiens des Fry. Ils avaient 2 gros chiens, et l'un des 2 s'était blessé au bout de la queue. Il était donc possible que le sang qui se trouvait sur la porte soit celui du chien. Néanmoins, la police continue de soupçonner Wayne et Sharon Fry. Des traces de sang sont observées sur la porte du garage du couple qui autorisait Tracy Parker à monter ses chevaux. Le sang appartient-il à l'adolescente disparue ou au chien de la famille qui s'était blessé? Il y a un peu plus d'un siècle, il était encore impossible aux enquêteurs de différencier le sang humain du sang animal, ou même le sang de n'importe quelle autre substance. Ainsi, si un suspect était appréhendé, les mains couvertes de sang, il pouvait toujours prétendre avoir tué un poulet ou un lapin quelques minutes plus tôt. Il a fallu attendre 1901 et les travaux d'un biologiste allemand pour être en mesure de différencier les taches avec certitude. La première affaire criminelle résolue grâce à cette méthode date de la même année. Ludwig Tesno, un charpentier itinérant, fut accusé du meurtre et du démembrement de 2 garçonnets. Il nia farouchement, arguant que les taches sombres qui maculaient ses vêtements étaient du brou de noix. Mais les tests réalisés à partir de sérum prouvèrent qu'il s'agissait de sang humain. Tesno fut condamné à mort et exécuté. Mais revenons à notre affaire. Wayne et Sharon Fry prétendent qu'au moment de la disparition de Tracy, ils étaient sortis dîner chez des amis. Pourtant, les relevés téléphoniques indiquent qu'un coup de fil a été passé de chez eux à 19h44. Brian Lord, l'homme à tout faire des Fry, a appelé sa petite amie pour lui dire qu'il serait en retard. Brian Lord et sa petite amie venaient d'avoir un bébé. Ils avaient de la famille ce soir-là. C'était leur premier dîner tous ensemble et Brian était attendu. 15 minutes plus tard, Tracy a appelé l'une de ses amies. Tracy a appelé l'une de ses amies vers 20h. Et comme sa copine n'était pas disponible à ce moment-là, Tracy lui a dit de la rappeler. Brian Lord déclare à la police qu'il n'a pas vu Tracy ce soir-là et qu'il a quitté la maison des Fry peu de temps après son coup de fil. Ma sœur m'avait dit, tu sais, ce type qui travaille dans la maison où je monte les chevaux, il dit que tu es très mignonne. Je le connais pas plus que ça. Il m'a juste raccompagnée une fois en voiture, mais il est sympa. Les experts trouvent un indice inhabituel sur les vêtements de Tracy. Un minuscule morceau de métal. Quand on a examiné ces copeaux de métal, on a remarqué qu'il y avait des marques dessus. Il y avait des marques de forme incurvée très caractéristiques, indiquant que le métal avait été travaillé avec une machine. Il s'agit de copeaux provenant d'un tour, une machine qui sert à façonner le métal. Les experts scientifiques utilisent la spectrométrie de fluorescence X pour déterminer la composition chimique des morceaux de métal.
Il était composé essentiellement d'aluminium, mais il y avait aussi beaucoup d'autres éléments, des alliages d'aluminium. Trouver du métal sur des vêtements est plutôt inhabituel. C'est extrêmement rare. Il n'y a pas grand monde qui se balade avec des copeaux d'aluminium sur ses vêtements. Mais les enquêteurs ne trouvent pas de morceaux de métal similaires dans la maison ni dans l'écurie des Fry. Alors que l'enquête continue, une équipe de recherche découvre ce que tout le monde redoutait. Un mois après la disparition de Tracy, le corps à moitié dénudé de la jeune fille est découvert dans un champ situé à 5 km de chez elle. C'est comme si mon enfance avait pris fin le jour où Tracy est morte. Tout d'un coup, il fallait que je sois une adulte avec ses problèmes, ses responsabilités et tout le reste. Les choses auxquelles il faut faire face quand on vit une tragédie comme celle-là. J'ai perdu mon innocence en quelque sorte. L'autopsie révèle que Tracy est morte d'un coup porté à la tête avec un objet contondant. Apparemment, elle a été tuée à peu près au moment de sa disparition. Elle a également subi des violences sexuelles. Sur son corps, il y a des copeaux de métal identiques à ceux retrouvés sur ses vêtements, ainsi que des fragments d'une peinture verte, apparemment très ancienne et patinée. À partir de ce moment-là, les policiers ont commencé à rechercher un site de construction ou un magasin de bricolage où ils travaillaient le bois. Le bois venait bien de quelque part, le métal venait bien de quelque part aussi. Alors ils sont allés sur le terrain, à la recherche d'un chantier ou d'un magasin qui pourrait avoir un lien avec les indices recueillis. Les enquêteurs savent que s'ils parviennent à identifier l'origine des fragments de métal et de peinture, ils tiendront le meurtrier de Tracy. La police a découvert que le soir de sa disparition, Tracy avait passé un coup de fil de la maison des Fry aux environs de 20 h. Brian Lord, l'homme à tout faire des Fry, a lui aussi utilisé le téléphone 15 minutes plus tôt, mais il prétend ne pas avoir vu la jeune fille. Il dit qu'il s'est arrêté à l'atelier de son frère en rentrant de chez lui. La police examine les lieux, mais ne trouve rien de suspect. Rien ne nous a sauté aux yeux. Il ne semblait pas s'être passé quelque chose dans l'atelier. Brian Lord autorise les enquêteurs à examiner son pick-up et les vêtements qu'il portait le soir de la disparition de Tracy. Il ne trouve aucun indice. Mais ses voisins l'ont vu laver son véhicule avec un tuyau d'arrosage ce soir-là. On avait des témoins qui l'avaient vu laver son pick-up, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait lavé son pick-up torse nu, alors qu'il faisait à peine 15 degrés dehors. C'était plutôt bizarre. Naturellement, les enquêteurs trouvent cela suspect. Ils décident donc de retourner examiner l'atelier du frère de Brian Lord. Le sol est incroyablement propre et comme recouvert d'une substance huileuse. Pour savoir ce qu'il y a en dessous, les techniciens vaporisent le sol avec du leucomalachite vert, un révélateur qui réagit au contact des protéines contenues dans le sang humain. En quelques secondes, de larges taches de sang apparaissent. Ça ne se voyait pas à l'œil nu, mais il y avait beaucoup de sang. Je n'en revenais pas. Aubaine pour les enquêteurs et la justice. Le sang est une substance qui s'efface difficilement. 200 litres d'eau sont nécessaires pour nettoyer 1 litre de sang versé, mais ne suffisent pas à en faire totalement disparaître les traces. Plus encore, des gouttes s'incrusteront toujours dans les interstices des planchers et des carrelages. Pour les mettre en évidence sur des scènes de crime potentielles, les experts utilisent plusieurs produits qui réagissent avec le fer contenu dans l'hémoglobine, comme le luminol ou le Blue Star. Conçu sur le même principe, le leucomalachite vert est un colorant qui réagit aux protéines contenues dans le sang humain.
L'avocat de Brian Lord suggère que la chienne de son client pourrait très bien avoir eu ses chaleurs récemment et qu'il pourrait donc s'agir de son sang. J'ai dit, il faut faire examiner ce chien. Pourquoi il m'a répondu? Et moi, parce que vu la quantité de sang qu'il y a, il doit déjà être mort à l'heure qu'il est. Un test sérologique montre qu'il s'agit de sang humain et qu'il est du même groupe que celui de Tracy. Les analyses au laboratoire de la police scientifique ont révélé que le sang était de groupe O et contenait une enzyme particulière qu'on ne trouve que chez environ 4% de la population. Et il s'avérait que Tracy était du même groupe sanguin et qu'elle était justement porteuse de cette enzyme. Les experts scientifiques relèvent tous les indices qu'ils trouvent dans l'atelier du frère du suspect. Fragments de peinture, copeaux de métal, éclats de bois, débris, poussière saleté. Tous les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire de la police scientifique. Depuis que le labo a été créé dans les années 70, c'était la première fois qu'on nous envoyait autant d'indices à analyser pour un même dossier. Parmi les centaines d'échantillons collectés, les enquêteurs identifient les fragments de bois et de peinture. Mais les éclats de bois sont trop petits. Il est impossible de dire s'ils correspondent à ceux retrouvés sur le corps de Tracy. Les fragments de peinture blanche sont difficiles à identifier, mais ce n'est pas le cas des fragments verts. Je n'avais jamais vu une peinture verte comme celle-là. D'après ce que j'ai constaté quand je l'ai examinée, elle était très patinée, très ancienne. C'était la première fois que je voyais une peinture pareille. D'ailleurs, je n'en ai pas revu depuis. Les fragments de peinture sont examinés par les experts scientifiques et les résultats d'analyse sont surprenants. La peinture est identique à celle d'un vieux morceau de clôture retrouvé dans l'atelier du frère de Brian Lord. C'était la même couleur, la même texture, la même épaisseur, le même effet patiné. Tous les composants étaient strictement identiques. D'après le relevé des travaux effectués par Brian Lord, il a démonté cette clôture verte quelques semaines avant la disparition de Tracy et il l'a transportée dans son pick-up. Pour moi, ces éclats de peinture verte prouvaient que Brian Lord était bien lié à la disparition de cette jeune fille. Pour finir, les morceaux de métal trouvés dans l'atelier sont soumis à la spectrométrie de fluorescence X. Ils sont identiques à ceux retrouvés sur le corps de Tracy, sur ses vêtements et sur la couverture orange. Un cheveu retrouvé sur la couverture est examiné au microscope. Il est identique à ceux de Brian Lord. On ne sait pas pourquoi, mais Brian Lord était une personne pleine de haine. C'était un homme mauvais. La scène de crime s'est-elle tenue dans l'atelier du frère de Brian Lord? Les indices récoltés sur place semblent prouver. Mais pour soutenir le dossier d'accusation du procureur lors d'un futur procès, les experts scientifiques doivent être en mesure de relier chaque élément au suspect. Pour ce faire, ils ont à leur disposition un appareil capable d'identifier de minuscules fragments de matériaux. Un spectromètre de fluorescence X permet en effet de casser les molécules, de les séparer en ions, de mesurer leur charge électrique et d'obtenir un spectre qui fournira en quelque sorte l'empreinte chimique du matériau analysé. Et grâce à cela, les enquêteurs peuvent prouver que d'une manière ou d'une autre, Brian Lord a été en contact avec des éclats de bois et de peinture ou des fragments métalliques retrouvés sur les vêtements de Tracy Parker et sur la couverture qui enveloppait son corps. Lors de son arrestation, Brian Lord clame son innocence. Mais en vérifiant ses antécédents, la police découvre un passé violent. Dans l'enquête sur le meurtre de Tracy Parker, 16 ans, l'épreuve scientifique incrimine Brian Lord. En fouillant dans son passé, la police découvre qu'il a de sérieux antécédents. Le suspect a déjà été condamné pour meurtre. Quand il était adolescent, vers l'âge de 13 ans, il est passé chez un de ses amis et il a abattu sa mère par derrière.
alors qu'elle étendait le linge. Il n'avait aucun mobile, il l'a simplement tuée comme ça. Pour ce meurtre, Brian Lord a seulement passé 6 mois dans un centre de détention pour mineurs. Quand on a appris que Brian Lord avait déjà tué quelqu'un, notre famille s'est sentie trahie. Le système n'avait pas fait son travail. Comment quelqu'un avait pu passer aussi peu de temps en prison pour un crime aussi abominable ? Le procureur pense que Brian Lord avait remarqué la jeune Tracy Parker depuis longtemps. Il travaillait comme homme à tout faire dans la propriété où la jeune fille s'occupait des chevaux. Le soir du meurtre, les Fry étaient sortis dîner. Brian Lord et Tracy se sont retrouvés seuls. Brian Lord a téléphoné à 19h44 à sa petite amie pour lui dire qu'il serait en retard. Il a raccroché seulement 8 minutes avant que Tracy ne téléphone à une amie. Nous sommes pratiquement convaincus qu'ils se sont croisés dans la cuisine. Et plus personne n'a revu Tracy après ça. Brian Lord a certainement proposé à la jeune fille de la raccompagner chez elle en voiture. En chemin, il s'est arrêté à l'atelier de son frère qui était absent ce jour-là. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à attirer Tracy à l'intérieur. Il lui a certainement fait des avances qu'elle a refusées. Les preuves suggèrent que Brian Lord a frappé Tracy à la tête avec un objet contondant avant de la violer. C'est là que de minuscules morceaux de bois, de peinture et de métal se sont accrochés aux vêtements de la jeune fille. Lorsqu'il charge le corps de la victime dans son pick-up, des fragments de peinture verte se transfèrent sur ses vêtements et un de ses cheveux tombe sur la couverture. Le meurtrier abandonne les vêtements, la couverture et le corps de Tracy à différents endroits. Il lave ensuite son pick-up au jet d'eau. Il nettoie également le sol de l'atelier et répand de l'huile de moteur dessus pour camoufler le sang infiltré dans le béton. Mais il ne parvient pas à effacer toutes les preuves. Les outils dont disposent les experts médico-légaux ont permis de le confondre. Ça a été très compliqué. Il nous a fallu énormément de temps pour présenter tous les éléments à charge. Il fallait expliquer d'où ils provenaient et quels liens ils avaient avec les autres preuves qu'on avait relevées ailleurs. Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez lui. Plusieurs fois, quand on était au tribunal, il a fait des remarques quand on passait à côté de lui. Il a dit à mon père, si un jour je sors, peut-être que sa sœur sera la prochaine. C'est le genre de choses qui vous donnent des cauchemars. Mais je n'ai pas à m'inquiéter de ça pour le moment. Peut-être plus tard, mais là, je sais exactement où il est. Brian Lord est jugé et reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à mort. Quelques années plus tard, Brian Lord est rejugé en appel. En 1999, il est de nouveau reconnu coupable de meurtre, mais cette fois, il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Après le premier procès en appel, je crois que c'était la Cour suprême de l'État qui a dit qu'elle n'avait jamais eu à traiter un dossier avec autant de preuves circonstancielles. Et je suis prête à parier que c'est toujours le cas. Sans les preuves médico-légales, je ne suis pas sûr que cette affaire aurait été résolue. Ce sont ces preuves qui ont permis d'assembler toutes les pièces du puzzle et d'incriminer Brian Lord. Par bien des aspects, la résolution de cette affaire est exemplaire, car elle combine plusieurs techniques médico-légales. Relevé d'appels téléphoniques, révélation et analyse de sang sur la scène de crime, emploi de la chimie moléculaire pour identifier des fragments de métal, de bois et de peinture. À cette approche scientifique se sont ajoutées des techniques d'investigation traditionnelles comme l'enquête de proximité, qui avait permis de savoir que Brian Lord
avait nettoyé son pick-up à grande eau le soir de la disparition de Tracy, dans le but, bien sûr, de faire disparaître les taches de sang. Cette affaire soulève néanmoins une question d'ordre strictement judiciaire. Comment se fait-il qu'après avoir tué de sang-froid la mère de l'un de ses amis, et alors qu'il n'était âgé que de 13 ans, Brian Lord ne fut condamné qu'à une peine de 6 mois de détention dans un centre pour mineurs? Comment expliquer qu'il n'ait bénéficié d'aucun traitement médical ou de suivi psychologique? Enfin, comment a-t-on pu le remettre en liberté sans craindre qu'il ne récidive? Les réponses à ces questions ne sont malheureusement plus d'actualité. Une adolescente de 16 ans a perdu la vie dans des conditions atroces, son seul tort ayant été, de retour d'une promenade à cheval, d'avoir croisé la route du psychopathe. Le monde des vedettes du cinéma et du showbiz n'est pas fait uniquement de strass, de paillettes. Une mort tragique peut y survenir, comme dans n'importe quel milieu. Souvenez-vous de Sharon Tate, cette jeune actrice prometteuse, épouse de Roman Polanski, massacrée avec 4 autres personnes par les adeptes sataniques de Charles Manson. Souvenez-vous de l'assassinat du couturier italien Gianni Versace, abattu de 2 balles tirées en pleine tête par un tueur en série. Et la soirée du 8 décembre 1980 demeurera à jamais jour de deuil pour les fans des Beatles quand John Lennon s'écroula devant l'entrée du Dakota Building à New York, tué à bout portant par un certain Mark David Chapman. L'histoire que je vais vous raconter maintenant ne concerne pas une personnalité de premier plan. Non, elle évoque la mort absurde et pathétique d'une vedette locale, dirons-nous, une animatrice de radio, qui s'efforçait chaque nuit de soulager le mal de vivre de ses auditeurs. Les stars de la radio ont beaucoup de fans, mais elles sont rarement harcelées par leurs auditeurs. Peu de gens savent à quoi elles ressemblent, ce qui leur permet de rester plus ou moins dans l'anonymat. Mais ce n'est pas le cas de Debbie Dykes, 31 ans. Elle anime une émission diffusée tard le soir en Virginie. Chaque nuit, elle écoute ses auditeurs et se livre à eux, intercalant chaque conversation de morceaux de musique. Pourquoi ne pas tout faire pour que Marilyn et d'autres ados comme elle ne soient pas déçus cette année? Elle était du genre à dire « Aujourd'hui, je suis comme ci ou comme ça ». Elle leur disait si elle se sentait de bonne humeur, triste, en colère ou heureuse parce que quelque chose de bien venait de lui arriver. Ensuite, elle leur disait « Et vous, quoi de neuf? Appelez-moi pour me raconter » ou « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Elle s'adressait à ses auditeurs comme Madame Tout-le-Monde. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit si accessible qui l'a rendue populaire. Mais un jour, un homme appelle la police. Un drame s'est produit. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle trouve le corps sans vie de Debbie Dykes dans un fossé près du jardin communal où elle avait son potager. À première vue, ça ressemblait à un crime sexuel. Ses vêtements étaient défaits et la position du corps laissait penser qu'il s'agissait d'un crime de ce type. Le vol ne semble pas être le mobile du meurtre. Le sac de Debbie est toujours dans sa voiture, située à quelques mètres de là. De toute évidence, elle s'était débattue derrière sa voiture. Ses barrettes et ses cigarettes étaient par terre. Les traces de lutte étaient évidentes. Il y avait du sang sur la voiture. Près de la voiture de la victime, les enquêteurs trouvent un indice. On a trouvé un petit bout de plastique noir. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était. Il était sur les traces de pneus, ce qui voulait dire qu'il était tombé là après l'arrivée de la voiture. Alors que les enquêteurs fouillent la scène de crime, le petit ami de Debbie, Bill Campbell, arrive sur les lieux. Quand je suis arrivé, un officier de police est immédiatement sorti de sa voiture pour me bloquer le passage. Il m'a dit « Vous ne pouvez pas y aller ». Je lui ai dit « Ma petite amie a un jardin ici, je viens la voir ». Il m'a répondu « Vous ne pouvez pas y aller, il y a eu un meurtre ». Et là, j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Bill Campbell est DJ à la station de radio où travaille Debbie.
Il explique aux policiers qu'il est venu car il s'inquiétait de ne pas la voir rentrer. À un moment, il a fini par me dire qu'elle était morte, sans me donner d'autres détails. L'un des collègues de Debbie pense que la jalousie pourrait être le mobile du meurtre. J'ai pensé tout de suite à certaines personnes, comme par exemple des anciens employés de la radio. Peut-être que certains ne l'appréciaient pas, parce qu'ils n'aimaient pas son émission et la trouvaient un peu trop mièvre. Apparemment, Debbie avait confié à des amis qu'elle craignait que quelqu'un s'en prenne à elle. Elle m'a confié qu'elle avait très peur que quelqu'un ne pénètre dans le studio pour la violer et la tuer. Soit elle avait pressenti que quelque chose de ce genre allait arriver, ou alors elle était trop sur ses gardes. Elle était célèbre, donc quelqu'un pouvait très bien l'avoir suivie. Un fan, un déséquilibré. Un peu le même genre de scénario que dans Un frisson dans la nuit. L'émission de Debbie est diffusée à Norfolk, Williamsburg et Virginia Beach. Il y a donc un grand nombre de suspects potentiels. Pour la police, l'enquête s'annonce difficile. La peur était palpable dans toute la communauté. Les gens ne parlaient que de ça. Que ce soit au supermarché, à la station-service ou au pressing. Tout le monde parlait de l'affaire. Debbie Dicus, une célèbre animatrice de radio, a été retrouvée morte dans le jardin communal où elle avait son potager. Une femme fait son potager en plein après-midi, à une heure où il y a du monde, et on la retrouve morte, assassinée. Ce n'est pas comme si elle était allée en pleine nuit dans un endroit malfamé. Lors de l'autopsie, le médecin légiste remarque de nombreuses lacérations sur l'avant et l'arrière de sa tête. Elle a également une ecchymose plutôt inhabituelle sur le dos. D'après la température du corps et la rigidité cadavérique, elle est décédée peu de temps avant l'arrivée de la police sur les lieux. La police nous a dit que la mort ne remontait pas à plus de 2 heures. Dans de nombreuses scènes de séries télévisées, un médecin légiste se penche quelques secondes sur un cadavre avant d'annoncer à l'inspecteur, qui se tient à ses côtés, que la mort remonte à 3 ou 4 heures. Eh bien, cette information est souvent capitale pour les enquêteurs. Alors les médecins se basent sur la température du corps, l'analyse de l'humeur vitrée des yeux, les lividités et la rigidité cadavérique. Alors, après une phase dite de plateau, qui ne varie pas durant les 2 heures qui suivent la mort, la température corporelle chute d'environ 1 degré par heure jusqu'à atteindre la température extérieure. Durant les heures qui suivent, un voile se forme sur la cornée tandis que le globe oculaire se fluidifie. Privé d'irrigation sanguine, le cristallin s'opacifie en moins de 3 heures. Des taches violacées apparaissent ensuite sur le cadavre au bout de quelques heures, correspondant à l'accumulation du sang dans les parties basses du corps. Enfin, la rigidité cadavérique se manifeste entre 3 et 4 heures après le décès et se prolonge pendant une douzaine d'heures. Et puis elle disparaît, dans un temps compris entre 6 et 12 heures. Alors dans l'affaire qui nous concerne, les indicateurs superficiels laissent penser que Debbie Dicus a été assassinée peu de temps avant l'arrivée de la police. La cause de la mort est l'asphyxie. L'agresseur de Debbie l'a étranglée, puis l'a achevée en la noyant dans une flaque d'eau. Le médecin légiste ne relève aucune trace d'agression sexuelle. Visiblement, elle s'était défendue. J'aurais voulu qu'elle lui mette une raclée. Les enquêteurs continuent de chercher des indices sur la scène de crime. Ils interrogent toutes les personnes qui se sont rendues dans les jardins communaux ce jour-là. Les gens nous ont parlé d'un jeune homme blond qu'ils voyaient souvent rôder dans le coin. Ils ne se souvenaient pas de la dernière fois où ils l'avaient vu, mais ce n'était pas longtemps avant le meurtre, donc on a essayé de le localiser.
Le jeune garçon est souvent au cimetière qui se trouve juste à côté et la police n'a aucun mal à le retrouver. Nous avons identifié ce jeune garçon, il s'appelait Michael Lapred. Il vivait dans le quartier, un peu plus loin sur Armstead, à environ 3 km de la scène de crime. Mais Lapred n'était pas en ville le jour du meurtre et il est rapidement éliminé de la liste des suspects. Tout comme le petit ami de Debbie, Bill Campbell. Il était chez lui l'après-midi du meurtre. Les enquêteurs épluchent alors le relevé téléphonique de la radio pour voir si certains des auditeurs ont appelé Debbie plusieurs fois. Durant toutes les années qu'on a passées ensemble à la radio, on a bien dû tomber sur un ou deux fous furieux, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit jamais sentie menacée par l'un d'entre eux. Les enquêteurs tombent enfin sur un indice dans les alentours du potager. À quelques mètres de l'endroit où le corps a été découvert, ils trouvent ce qui ressemble au manche d'une binette. Il est cassé en deux. Visiblement, c'était l'objet avec lequel l'agresseur l'avait frappée plusieurs fois à la tête. Elle avait des blessures importantes sur le dessus de la tête, elle avait le crâne ouvert, ce qui correspondait à des coups violents portés avec une binette. Un chien de la brigade cynophile est amené sur les lieux pour retrouver la piste du tueur. Glenelle Fullman demande aux enquêteurs de ne pas toucher la binette tant que le chien ne l'a pas sentie. Je voulais que personne ne touche la binette. Je leur ai demandé de sortir seulement le manche de l'eau avec un bâton. Je ne voulais pas compromettre la pièce à conviction plus que nécessaire. Le chien renifle le manche. Certains pensent que c'est l'adrénaline qu'il détecte. Bien sûr que les chiens sentent la peur. Quand une personne s'apprête à commettre un crime, elle sait très bien que c'est mal. Et donc, elle a une montée d'adrénaline. Elle a peur. Elle ne veut pas se faire prendre. Son corps dégage une odeur qui la rend d'autant plus facile à pister. Pendant que le chien travaille, un petit groupe de passants curieux s'est formé. Bizarrement, le chien se dirige directement vers eux. Il est passé à côté de sa voiture et il s'est dirigé vers les gens. Je leur ai dit de ne pas bouger, qu'il n'allait pas les mordre, qu'il suffisait de rester immobile. Il s'est dirigé vers un homme, il a reniflé ses jambes de haut en bas, et là, il s'est arrêté et m'a regardé. Pourquoi le chien a-t-il marqué cet homme au milieu du groupe des passants? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir. Je pense toujours à elle, comme un bon souvenir. De façon positive. Je ne m'attarde pas sur la façon dont elle nous a quittés, mais sur ce qu'elle était avant. Après le meurtre de l'animatrice radio Debbie Dykes, la police envoie la binette retrouvée près de son corps au laboratoire médico-légal. On a retrouvé des cheveux sur la lame de la binette qui était couverte de boue, et ces cheveux étaient ceux de la victime. Alors que les humains ne disposent que de 5 millions de cellules olfactives, les chiens en possèdent jusqu'à 200 millions. Ils ont donc un odorat 40 fois plus développé que le nôtre. Largement utilisé en Hongrie depuis 1970, l'odorologie a été officiellement adoptée en France dans le début des années 2000 par la Direction centrale de la police judiciaire. Invisibles et volatiles, les molécules d'odeur peuvent être prélevées sur une scène de crime à l'aide de bandes d'un tissu en viscose. Recouvertes de papier d'aluminium pour faciliter la macération, les bandes imprégnées d'odeur sont ensuite conservées dans un bocal stérile et entreposées dans l'odorothèque du centre d'Écully où elles serviront de référence. Quand un suspect est arrêté pour recueillir sa signature olfactive, on lui fait serrer dans chaque main un tissu pendant environ un quart d'heure. Ensuite, 2 des chiens de la brigade, des bergers allemands pour la plupart, tenteront de relayer l'odeur du suspect à l'odeur prélevée sur la scène de crime parmi 4 autres échantillons placebo.
Et si le chien reconnaît l'odeur incriminée, eh bien il se couchera devant le bocal. Sur 195 affaires soumises au service d'odorologie de la police nationale, 73 ont abouti à une reconnaissance du meurtrier. Alors, dans notre affaire, le chien policier a reniflé le manche de la binette retrouvée près du cadavre de Debbie Dickus. Puis, il s'est dirigé vers un homme qui se tenait dans la foule des curieux. Cet homme s'appelle Ronald Blanchard. C'est lui qui a retrouvé le corps de Debbie et appelé la police. Il y avait peut-être une explication, mais ça valait tout de même la peine qu'on s'intéresse de près à lui. Ronald Blanchard, 31 ans, est un jeune marié. Il travaille sur un bateau de pêche. Il n'avait apparemment aucune raison de s'en prendre à Debbie, et il affirme que c'est l'un des passants attroupés autour de la scène de crime qui lui a dit qu'elle était une animatrice radio célèbre. J'ai enquêté sur son passé. Je suis allé au camping où il vivait avant et j'ai découvert qu'il avait un passif très lourd. Il avait abandonné ses études et apparemment c'était quelqu'un de très instable. Blanchard nie avoir touché l'outil de jardinage quand il a trouvé le corps de Debbie. Selon lui, il a seulement pris son pouls. Sur son t-shirt, les experts trouvent des éclaboussures de sang. Les analyses révèlent que ce sang n'est pas le sien. Les protéines et les enzymes identifiées correspondaient à celles de la victime, ce qui signifie que le génome que nous avions isolé pouvait être celui de la victime, mais pas celui du suspect. Blanchard prétend qu'il a taché son t-shirt en se penchant sur le corps de Debbie, une version que les indices semblent confirmer. On obtient une trace de contact lorsqu'un objet plein de sang, par exemple une main ensanglantée, entre en contact avec un objet ou une surface sur laquelle il n'y a pas de sang. Le sang se transfère alors d'une surface à l'autre. Mais Blanchard a d'autres taches de sang sur son t-shirt, dont la présence est plus difficile à expliquer. J'ai identifié au moins 2 zones. Sur son t-shirt et sur son pantalon, où il y avait des taches qui correspondaient à des projections. Les enquêteurs se souviennent alors que Blanchard était en train de chasser lorsqu'il a découvert le corps de Debbie. Il lui demande donc sa carabine. Non seulement elle était couverte de boue, mais en plus le canon était tordu et le verrou était hors service. Il était cassé et il manquait un bout. Ce qui pourrait indiquer que la carabine a été utilisée comme une batte pour frapper quelque chose. Sans compter que le morceau de plastique retrouvé près du corps de Debbie est justement le morceau qui manque sur la carabine de Blanchard. On lui a demandé s'il s'était approché du véhicule de la victime et il a dit non. L'ecchymose sur le dos de Debbie est de la même forme que la crosse de la carabine. Mais ce n'est pas tout. On a retrouvé des cheveux sur le canon de la carabine. On en a prélevé 2, on les a examinés au microscope et il s'avérait qu'ils avaient été arrachés. Les cheveux retrouvés sur la carabine de Blanchard sont comparés à ceux de Debbie. L'examen au microscope révèle qu'ils sont identiques. De plus, Debbie avait raconté à son petit ami qu'elle s'était disputée avec un homme qui chassait tout près des jardins communaux. Elle m'a dit qu'elle avait vu un type avec une carabine. Elle ne l'a pas décrit et je n'ai pas eu l'impression qu'elle avait peur de lui. Elle était seulement un peu contrariée qu'il tue les oiseaux. Une autre question taraude les enquêteurs. Si Blanchard a tué Debbie, pourquoi a-t-il appelé la police? Ronald Blanchard prétend avoir trouvé le corps de Debbie en rentrant de la chasse. D'après lui, il a mis du sang sur son t-shirt et son pantalon en voulant lui venir en aide. Pour en avoir le cœur net, l'expert médico-légal, Norm Tyler, enfile une combinaison blanche et procède à une expérience.
Il prend une éponge imbibée d'un liquide rouge et la place sur un casque de moto. Il la frappe ensuite avec une binette identique à celle retrouvée sur la scène de crime. J'ai porté un certain nombre de coups avec la binette et j'ai obtenu le même type de tâche que celle observée sur le t-shirt du suspect. Plus il frappait fort, plus les projections allaient loin, et plus les taches étaient petites. C'est une loi physique tout à fait logique. Mais c'est une chose à laquelle on n'avait pas forcément pensé au début. Pour les experts scientifiques, les taches de sang sur le t-shirt de Blanchard ne peuvent s'expliquer que d'une seule façon. Il était présent au moment des faits. Il y avait des taches sur le haut du t-shirt, au niveau de la poitrine et des deux manches. Et il y avait d'autres taches dans le dos, sur le haut du t-shirt. Tout comme les experts en balistique sont capables de reconstituer une scène de crime en analysant la trajectoire des projectiles, leur vitesse et leur impact, les spécialistes des traces de sang peuvent décrypter le mode opératoire d'un meurtrier. Alors disons qu'il existe 3 familles de taches de sang. Les taches larges indiquent que des coups ont été portés à faible vitesse ou que le corps a stagné sur le sol. Les éclaboussures à moyenne vélocité sont provoquées par des armes blanches ou des objets contondants. Et enfin, et c'est le cas qui nous intéresse dans notre affaire, les taches à haute vélocité produisent une brume de fines gouttelettes. Par ailleurs, le dos du t-shirt de Ronald Blanchard, l'assassin présumé, est également couvert de taches, ce qui indique qu'il a effectué un mouvement d'avant en arrière au-dessus de sa tête avec un objet ensanglanté. Il n'y avait pas d'autre explication. Il pouvait nous raconter ce qu'il voulait et prétendre qu'il s'était taché en voulant prendre son pouls. Ça ne suffisait pas à expliquer la nature de ces taches. Il ne pouvait pas s'être retrouvé avec des taches comme ça, simplement en se penchant sur elles. Pour moi, en tant qu'observateur, ils m'ont convaincu à 100%. Les traces sur le jean de Blanchard prouvent également qu'il y a eu lutte. Il y avait des traces vertes sur les genoux, comme si la personne s'était agenouillée dans l'herbe. Ronald Blanchard est arrêté et inculpé de tentative de viol, enlèvement et meurtre. C'est pas moi! Le procureur pense que Blanchard a rencontré Debbie par hasard dans le jardin communal. Ce n'était sans doute pas la première fois qu'ils se voyaient. Les preuves indiquent qu'il l'a frappée avec la crosse de sa carabine. Elle essaie de s'enfuir et il la frappe de nouveau. C'est là qu'il casse le verrou en plastique de sa carabine, que les enquêteurs retrouveront ensuite près de la voiture de Debbie. Selon toute vraisemblance, il l'a agressée pour la violer, mais visiblement, elle s'est défendue de toutes ses forces. Blanchard l'a donc frappée à plusieurs reprises avec la binette, ce qui explique les petites éclaboussures de sang sur son t-shirt. Il l'a ensuite achevée en l'étranglant. Lorsqu'il rentre chez lui, sa femme remarque qu'il a les mains pleines de sang. Il est donc obligé de lui mentir et lui raconte qu'il a trouvé un cadavre. Pour que sa femme croie à son histoire, il n'a pas d'autre choix que d'appeler la police. J'ai trouvé un cadavre. Il avait appelé la police, donc il était obligé de continuer dans son mensonge. Il fallait qu'il fasse croire à son histoire jusqu'au bout. Il retourne alors sur la scène de crime pour parler avec les policiers. Mais le chien l'identifie. C'était la première fois que j'avais recours à la brigade cynophile pour exploiter une preuve à charge et retrouver la piste d'un suspect. C'est un métier que j'ai découvert à ce moment-là et j'ai trouvé ça vraiment fascinant. D'après sa maîtresse, le chien Robbie a déjà travaillé sur des centaines d'autres affaires et son flair ne le trompe jamais. Je leur ai précisé qu'il avait travaillé sur plus de 700 affaires et que son taux de réussite était de 99%. Il trouve toujours ce qu'il cherche. Quoi que je lui fasse sentir, il finit toujours par retrouver la piste, que ce soit d'un objet, d'une personne ou d'une voiture. Il trouve toujours.
Lors de son procès, Ronald Blanchard continue de clamer son innocence et assure lui-même sa défense. Mais les preuves contre lui sont accablantes. Blanchard est jugé coupable du meurtre de Debbie Dykes et condamné à la prison à vie. À aucun moment il n'a montré qu'il regrettait. Il continuait de prétendre qu'il était innocent et qu'il s'agissait d'une erreur judiciaire. Il n'a jamais reconnu qu'il était impliqué dans ce meurtre. Plusieurs années après le meurtre, Blanchard a enfin reconnu les faits dans une lettre adressée au producteur de notre programme. Je regrette profondément d'avoir fait souffrir tant de personnes. Je me rends compte de ce que j'ai fait et j'accepte d'en payer les conséquences. C'est dommage qu'il ait attendu autant de temps pour le faire, mais j'imagine que ça l'aidera tout de même à vivre avec ce qu'il a fait. Mais les proches et la famille de Debbie n'avaient pas besoin de ses aveux pour être convaincus de sa culpabilité. Les experts médico-légaux l'avaient déjà prouvé. Je me demande ce qui a bien pu lui passer par la tête. Je ne ressens aucune haine à son encontre, ni aucune empathie non plus. Je pense que c'est simplement un pauvre type bête et méchant. Je trouve formidable ce que la science a réussi à faire. S'ils n'avaient pas retrouvé la piste de Blanchard, je me demande s'ils se seraient arrêtés là. Sans les experts médico-légaux, je ne pense pas qu'on aurait pu résoudre cette affaire aussi facilement. Il y avait beaucoup de preuves à charge contre lui, mais sans eux, le puzzle aurait été incomplet. L'analyse des taches de sang et la reconnaissance du suspect par un chien renifleur auront en partie permis de résoudre cette tragique affaire. Depuis quelques années, les chiens sont devenus de précieux auxiliaires des experts scientifiques pour retrouver des individus, des drogues ou même des cadavres. Dans notre affaire, le berger allemand qui avait repéré Blanchard se nommait Rodi von Branning. Il mourut de sa belle mort à l'âge de 9 ans en 1989 et eut droit à des articles de presse et à une oraison funèbre digne de celle qui aurait été faite à un policier. Sachez encore qu'au terme de 10 ans d'incarcération, Ronald Blanchard fit appel du jugement le condamnant à la prison à vie. Durant les 10 ans écoulés, l'utilisation de l'ADN comme signature génétique était devenue courante dans les affaires criminelles et reconnue devant les tribunaux. Alors Blanchard espérait qu'une analyse le disculperait. Mal lui en prit. Le test fut positif. Et les jurés du second procès ne prirent que 24 heures pour confirmer sa culpabilité et corroborer la sentence. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie en ma compagnie et de nous être fidèles. Retrouvons-nous prochainement sur cette antenne pour de nouvelles affaires des enquêtes impossibles. On n'avait pas forcément pensé au début. Pour les experts scientifiques, les taches de sang sur le t-shirt de Blanchard ne peuvent s'expliquer que d'une seule façon. Il était présent au moment des faits. Il y avait des taches sur le haut du t-shirt, au niveau de la poitrine et des deux manches. Et il y avait d'autres taches dans le dos, sur le haut du t-shirt. Tout comme les experts en balistique sont capables de reconstituer une scène de crime en analysant la trajectoire des projectiles, leur vitesse et leur impact, les spécialistes des traces de sang peuvent décrypter le mode opératoire d'un meurtrier. Alors disons qu'il existe 3 familles de taches de sang. Les taches larges indiquent que des coups ont été portés à faible vitesse ou que le corps a stagné sur le sol. Les éclaboussures à moyenne vélocité sont provoquées par des armes blanches ou des objets contondants. Et enfin, et c'est le cas qui nous intéresse dans notre affaire, les taches à haute vélocité produisent une brume de fines gouttelettes. Par ailleurs, le dos du t-shirt de Ronald Blanchard, l'assassin présumé, est également couvert de taches. Ce qui indique qu'il a effectué un mouvement d'avant en arrière au-dessus de sa tête avec un objet ensanglanté. Il n'y avait pas d'autre explication.
Il pouvait nous raconter ce qu'il voulait et prétendre qu'il s'était taché en voulant prendre son pouls. Ça ne suffisait pas à expliquer la nature de ces taches. Il ne pouvait pas s'être retrouvé avec des taches comme ça, simplement en se penchant sur elles. Pour moi, en tant qu'observateur, ils m'ont convaincu à 100%. Les traces sur le jean de Blanchard prouvent également qu'il y a eu lutte. Il y avait des traces vertes sur les genoux, comme si la personne s'était agenouillée dans l'herbe. Ronald Blanchard est arrêté et inculpé de tentative de viol, enlèvement et meurtre. C'est pas moi! Le procureur pense que Blanchard a rencontré Debbie par hasard dans le jardin communal. Ce n'était sans doute pas la première fois qu'ils se voyaient. Les preuves indiquent qu'il l'a frappée avec la crosse de sa carabine. Elle essaie de s'enfuir et il la frappe de nouveau. C'est là qu'il casse le verrou en plastique de sa carabine, que les enquêteurs retrouveront ensuite près de la voiture de Debbie. Selon toute vraisemblance, il l'a agressée pour la violer, mais visiblement, elle s'est défendue de toutes ses forces. Blanchard l'a donc frappée à plusieurs reprises avec la binette, ce qui explique les petites éclaboussures de sang sur son t-shirt. Il l'a ensuite achevé. De l'animatrice radio Debbie Dykes, la police envoie la binette retrouvée près de son corps au laboratoire médico-légal. On a retrouvé des cheveux sur la lame de la binette qui était couverte de boue, et ces cheveux étaient ceux de la victime. Alors que les humains ne disposent que de 5 millions de cellules olfactives, les chiens en possèdent jusqu'à 200 millions. Ils ont donc un odorat 40 fois plus développé que le nôtre. Largement utilisé en Hongrie depuis 1970, l'odorologie a été officiellement adoptée en France dans le début des années 2000 par la Direction centrale de la police judiciaire. Invisibles et volatiles, les molécules d'odeur peuvent être prélevées sur une scène de crime à l'aide de bandes d'un tissu en viscose. Recouvertes de papier d'aluminium pour faciliter la macération, les bandes imprégnées d'odeur sont ensuite conservées dans un bocal stérile et entreposées dans l'odorothèque du centre d'Écully où elles serviront de référence. Quand un suspect est arrêté pour recueillir sa signature olfactive, on lui fait serrer dans chaque main un tissu pendant environ un quart d'heure. Ensuite, 2 des chiens de la brigade, des bergers allemands pour la plupart, tenteront de relayer l'odeur du suspect à l'odeur prélevée sur la scène de crime parmi 4 autres échantillons placebo. Et si le chien reconnaît l'odeur incriminée, eh bien il se couchera devant le bocal. Sur 195 affaires soumises au service d'odorologie de la police nationale, 73 ont abouti à une reconnaissance du meurtrier. Alors, dans notre affaire, le chien policier a reniflé le manche de la binette retrouvée près du cadavre de Debbie Dykes. Puis, il s'est dirigé vers un homme qui se tenait dans la foule des curieux. Cet homme s'appelle Ronald Blanchard. C'est lui qui a retrouvé le corps de Debbie et appelé la police. Il y avait peut-être une explication, mais ça valait tout de même la peine qu'on s'intéresse de près à lui. Ronald Blanchard, 31 ans, est un jeune marié. Il travaille sur un bateau de pêche. Il n'avait apparemment aucune raison de s'en prendre à Debbie, et il affirme que c'est l'un des passants attroupés autour de la scène de crime qui lui a dit qu'elle était une animatrice radio célèbre. J'ai enquêté sur son passé. Je suis allé au camping où il vivait avant et j'ai découvert qu'il avait un passif très lourd. Il avait abandonné ses études et apparemment c'était quelqu'un de très instable. Blanchard nie avoir touché Luther qui était absent ce jour-là. Et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à attirer Tracy à l'intérieur. Il lui a certainement fait des avances qu'elle a refusées.
Les preuves suggèrent que Brian Lord a frappé Tracy à la tête avec un objet contondant avant de la violer. C'est là que de minuscules morceaux de bois, de peinture et de métal se sont accrochés aux vêtements de la jeune fille. Lorsqu'il charge le corps de la victime dans son pick-up, des fragments de peinture verte se transfèrent sur ses vêtements et un de ses cheveux tombe sur la couverture. Le meurtrier abandonne les vêtements, la couverture et le corps de Tracy à différents endroits. Il lave ensuite son pick-up au jet d'eau. Il nettoie également le sol de l'atelier et répand de l'huile de moteur dessus pour camoufler le sang infiltré dans le béton. Mais il ne parvient pas à effacer toutes les preuves. Les outils dont disposent les experts médico-légaux ont permis de le confondre. Ça a été très compliqué. Il nous a fallu énormément de temps pour présenter tous les éléments à charge. Il fallait expliquer d'où ils provenaient et quels liens ils avaient avec les autres preuves qu'on avait relevées ailleurs. Je me demande ce qui ne tourne pas rond chez lui. Plusieurs fois, quand on était au tribunal, il a fait des remarques quand on passait à côté de lui. Il a dit à mon père, si un jour je sors, peut-être que sa sœur sera la prochaine. C'est le genre de choses qui vous donne des cauchemars. Mais je n'ai pas à m'inquiéter de ça pour le moment. Peut-être plus tard, mais là, je sais exactement où il est. Brian Lord est jugé et reconnu coupable de meurtre avec préméditation. Il est condamné à mort. Quelques années plus tard, Brian Lord est rejugé en appel. En 1999, il est de nouveau reconnu coupable de meurtre, mais cette fois, il est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Après le premier procès en appel, je crois que c'était la Cour suprême de l'État qui a dit qu'elle n'avait jamais eu à traiter un dossier avec autant de preuves circonstancielles. Et je suis prête à parier que c'est toujours le cas. Sans les preuves médico-légales, je ne suis pas sûr que cette affaire aurait été résolue. Ce sont ces preuves qui ont permis d'assembler toutes les pièces du puzzle et d'incriminer Brian Lord. Une adolescente de 16 ans disparaît. De minuscules fragments de métal, de bois et de peinture révèlent où elle s'est rendue durant la nuit de sa disparition. Mais ces éléments fourniront-ils des indices sur l'identité de la personne qui l'accompagnait? Une animatrice radio est assassinée. La police s'interroge. Qui pouvait bien la détester à ce point? Un bout de plastique, un chien renifleur et une éponge vont permettre aux enquêteurs de résoudre cette affaire. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau pour suivre ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Dans le combat sans merci qui oppose policiers et délinquants, les armes sont parfois inégales. Face à l'horreur et à la sauvagerie des crimes qu'ils doivent résoudre, les policiers s'appuient sur leur expérience et sur les technologies de pointe pour mener leur enquête. Et entre un objet contondant et un minuscule fragment d'aluminium, leur ingéniosité leur permet alors de révéler d'infimes détails qui suffiront à confondre le meurtrier. Et l'arme la plus efficace n'est alors pas nécessairement celle que l'on croit. Tracy Parker a 16 ans. Entre l'école, le sport, les devoirs et son petit boulot, la jeune fille a une vie bien remplie. Elle consacre le peu de temps libre qui lui reste à sa passion, l'équitation. On montait à cheval depuis qu'on était petite. En fait, mon père a acheté le seul poney qu'on ait jamais eu à la maison quand j'avais 4 ans, je crois. Les chevaux et les animaux ont toujours fait partie de notre vie. Les voisins de Tracy, Wayne et Sharon Fry, la laissent souvent monter leurs chevaux. En échange, la jeune fille nettoie les box. Mais après l'une de ses visites chez eux, Tracy disparaît. On ne la reverra jamais.
Ma mère savait que Tracy devait aller là-bas pour monter. Au bout d'un moment, quand elle a vu qu'elle ne rentrait pas, elle a essayé de l'appeler. Et après, elle est allée chez les Fry pour savoir s'ils savaient où elle était. Les Fry disent aux parents de Tracy qu'ils sont allés dîner dehors et qu'à leur retour, Tracy n'était pas chez eux. Mais ils ont remarqué que le cheval préféré de la jeune fille transpirait, ce qui indique que quelqu'un l'a monté. De plus, le matériel d'équitation a été utilisé puis rangé. Tout semblait être en ordre dans leur maison. Et ma mère a continué à passer sa voiture située à quelques mètres de là. De toute évidence, elle s'était débattue derrière sa voiture. Ses barrettes et ses cigarettes étaient par terre. Les traces de lutte étaient évidentes. Il y avait du sang sur la voiture. Près de la voiture de la victime, les enquêteurs trouvent un indice. On a trouvé un petit bout de plastique noir. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était. Il était sur les traces de pneus, ce qui voulait dire qu'il était tombé là après l'arrivée de la voiture. Alors que les enquêteurs fouillent la scène de crime, le petit ami de Debbie, Bill Campbell, arrive sur les lieux. Quand je suis arrivé, un officier de police est immédiatement sorti de sa voiture pour me bloquer le passage. Il m'a dit « Vous ne pouvez pas y aller ». Je lui ai dit « Ma petite amie a un jardin ici, je viens la voir ». Il m'a répondu « Vous ne pouvez pas y aller, il y a eu un meurtre ». Et là, j'ai compris qu'il lui était arrivé quelque chose. Bill Campbell est DJ à la station de radio où travaille Debbie. Il explique aux policiers qu'il est venu car il s'inquiétait de ne pas la voir rentrer. À un moment, il a fini par me dire qu'elle était morte, sans me donner d'autres détails. L'un des collègues de Debbie pense que la jalousie pourrait être le mobile du meurtre. J'ai pensé tout de suite à certaines personnes, comme par exemple des anciens employés de la radio. Peut-être que certains ne l'appréciaient pas, parce qu'ils n'aimaient pas son émission et la trouvaient un peu trop mièvre. Apparemment, Debbie avait confié à des amis qu'elle craignait que quelqu'un s'en prenne à elle. Elle m'a confié qu'elle avait très peur que quelqu'un ne pénètre dans le studio pour la violer et la tuer. Soit elle avait pressenti que quelque chose de ce genre allait arriver, ou alors elle était trop sur ses gardes. Elle était célèbre, donc quelqu'un pouvait très bien l'avoir suivie. Un fan, un déséquilibré. Un peu le même genre de scénario que dans Un frisson dans la nuit. L'émission de Debbie est diffusée à Norfolk, Williamsburg et Virginia Beach. Il y a donc un grand nombre de suspects potentiels. Pour la police, l'enquête s'annonce difficile. La peur était palpable dans toute la communauté. Les gens ne parlaient que de ça. Que ce soit au supermarché, à la station-service ou au pressing, tout le monde parlait de l'affaire. Debbie Dicus, une célèbre animatrice de radio, a été retrouvée morte dans le jardin communal où elle avait son potager. Une femme fait son potager. Les amis, les voisins, la police et des volontaires se mettent à la recherche de Tracy. Mais elle reste introuvable. 5 jours plus tard, les vêtements de la jeune fille sont découverts dans une forêt située à 3 km de chez elle. Les vêtements étaient en tas, roulés en boule. Ils avaient été jetés dans les buissons depuis la route. Les vêtements étaient en très mauvais état. Ils étaient pleins de sang. Et comme il y avait presque tous ses habits, on a tout de suite pensé au pire. Toute la famille était bouleversée. Pour nous, ce jour-là, ça a vraiment été terrible. Tout près des vêtements se trouve une serviette rouge et une couverture orange, toutes deux maculées de sang. À cette époque, les analyses ADN ne sont pas encore très répandues. Mais grâce à un test sérologique, les experts scientifiques déterminent que le sang retrouvé est du groupe O, le même que celui de Tracy. Tracy ayant disparu après s'être rendue chez les Fry, la police fouille la maison et les écuries. Et ils y font une découverte surprenante. J'ai découvert des taches de sang sur la porte menant au sous-sol. J'ai trouvé ça très suspect.
Il est évident qu'il s'agit d'éclaboussures de sang. Ce n'était pas une tache, ni une goutte. Le sang avait éclaboussé la porte avec une certaine force. Interrogés par la police, les Fry déclarent que le sang s'est retrouvé là à la suite d'un accident, une explication que les enquêteurs trouvent bien commode. J'en ai parlé à Wayne Fry. Je lui ai demandé s'il s'était blessé ou quelque chose, et il était effectivement blessé au pouce. Tout laisse à penser que la maison des Fry cache une scène de crime. Mais les parents de Tracy espèrent toujours que leur fille est en vie. Ramenez-la à la maison. C'est tout ce que j'ai à dire. Tracy Parker, 16 ans, est allée chez ses voisins pour monter un de leurs chevaux. Ensuite, elle a mystérieusement disparu. Ses vêtements et une couverture maculée de sang ont été découverts à 3 km de là. Le fait d'avoir retrouvé ces vêtements nous a mis face à quelque chose que nous ne voulions pas envisager. La serviette rouge retrouvée avec les vêtements fournit une piste aux enquêteurs. La police découvre qu'elle appartient aux voisins de Tracy, les Fry. Ils l'avaient utilisée pour couvrir la fenêtre de leur garage. Ils n'étaient pas du genre dynamique, ils étaient un peu mous, ils étaient un peu bizarres, sans plus. Mais ils n'avaient pas l'air méchants. Pour moi, il n'y avait aucune raison de se méfier d'eux. Pour moi, tous les... Visiblement, elle s'était défendue. J'aurais voulu qu'elle lui mette une raclée. Les enquêteurs continuent de chercher des indices sur la scène de crime. Ils interrogent toutes les personnes qui se sont rendues dans les jardins communaux ce jour-là. Les gens nous ont parlé d'un jeune homme blond qu'ils voyaient souvent rôder dans le coin. Ils ne se souvenaient pas de la dernière fois où ils l'avaient vu, mais ce n'était pas longtemps avant le meurtre, donc on a essayé de le localiser. Le jeune garçon est souvent au cimetière qui se trouve juste à côté, et la police n'a aucun mal à le retrouver. Nous avons identifié ce jeune garçon, il s'appelait Michael Lapred. Il vivait dans le quartier, un peu plus loin sur Armstead, à environ 3 km de la scène de crime. Mais Lapred n'était pas en ville le jour du meurtre, et il est rapidement éliminé de la liste des suspects. Tout comme le petit ami de Debbie, Bill Campbell. Il était chez lui l'après-midi du meurtre. Les enquêteurs épluchent alors le relevé téléphonique de la radio pour voir si certains des auditeurs ont appelé Debbie plusieurs fois. Durant toutes les années qu'on a passées ensemble à la radio, on a bien dû tomber sur un ou deux fous furieux, mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit jamais sentie menacée par l'un d'entre eux. Les enquêteurs tombent enfin sur un indice dans les alentours du potager. À quelques mètres de l'endroit où le corps a été découvert, ils trouvent ce qui ressemble au manche d'une binette. Il est cassé en deux. Visiblement, c'était l'objet avec lequel l'agresseur l'avait frappé plusieurs fois à la tête. Elle avait des blessures importantes sur le dessus de la tête, elle avait le crâne ouvert, ce qui correspondait à des coups violents portés avec une binette. Un chien de la brigade cynophile est amené sur les lieux pour retrouver la piste du tueur. Glenelle Fullman demande aux enquêteurs de ne pas toucher la binette tant que le chien ne l'a pas sentie. Je voulais que personne ne touche la binette. Je leur ai demandé de sortir seulement le manche de l'eau avec un bâton. Je ne voulais pas compromettre la pièce à conviction plus que nécessaire. Le chien renifle le manche. Certains pensent que c'est l'adrénaline qu'il détecte. Bien sûr que les chiens sentent la peur. Quand une personne s'apprête à commettre un crime, elle sait très bien que c'est mal. Et donc, elle a une montée d'adrénaline. Elle a peur. Elle ne veut pas se faire prendre. Son corps dégage une odeur qui la rend d'autant plus facile à pister. Pendant que le chien travaille, un petit groupe de passants curieux s'est formé. Bizarrement, le chien se dirige directement vers eux. Il est passé à côté de sa voiture. Le petit ami de Debbie, Bill Campbell. Il était chez lui l'après-midi du meurtre. Les enquêteurs épluchent alors le relevé téléphonique de la radio pour voir si certains des auditeurs ont appelé Debbie plusieurs fois. Durant toutes les années qu'on a passées ensemble à la radio, on a bien dû tomber sur un ou deux fous furieux,
mais je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit jamais sentie menacée par l'un d'entre eux. Les enquêteurs tombent enfin sur un indice dans les alentours du potager. À quelques mètres de l'endroit où le corps a été découvert, ils trouvent ce qui ressemble au manche d'une binette. Il est cassé en deux. Visiblement, c'était l'objet avec lequel l'agresseur l'avait frappé plusieurs fois à la tête. Elle avait des blessures importantes sur le dessus de la tête, elle avait le crâne ouvert, ce qui correspondait à des coups violents portés avec une binette. Un chien de la brigade cynophile est amené sur les lieux pour retrouver la piste du tueur. Glenelle Fullman demande aux enquêteurs de ne pas toucher la binette tant que le chien ne l'a pas sentie. Je voulais que personne ne touche la binette. Je leur ai demandé de sortir seulement le manche de l'eau avec un bâton. Je ne voulais pas compromettre la pièce à conviction plus que nécessaire. Le chien renifle le manche. Certains pensent que c'est l'adrénaline qu'il détecte. Bien sûr que les chiens sentent la peur. Quand une personne s'apprête à commettre un crime, elle sait très bien que c'est mal. Et donc, elle a une montée d'adrénaline. Elle a peur. Elle ne veut pas se faire prendre. Son corps dégage une odeur qui la rend d'autant plus facile à pister. Pendant que le chien travaille, un petit groupe de passants curieux s'est formé. Bizarrement, le chien se dirige directement vers eux. Il est passé à côté de sa voiture et il s'est dirigé vers les gens. Je leur ai dit de ne pas bouger, qu'il n'allait pas les mordre, qu'il suffisait de rester immobile. Il s'est dirigé vers un homme, il a reniflé ses jambes de haut en bas, et là, il s'est arrêté et m'a regardé. Pourquoi le chien a-t-il marqué cet homme au milieu du groupe des passants? Les enquêteurs ne vont pas tarder à le découvrir. Je pense toujours à elle, comme un bon souvenir. De façon positive. Je ne m'attarde pas sur la façon dont elle nous a quittés, mais sur ce qu'elle était avant. Après le meurtre, épouse de Roman Polanski, massacrée avec 4 autres personnes par les adeptes sataniques de Charles Manson. Souvenez-vous de l'assassinat du couturier italien Gianni Versace, abattu de 2 balles tirées en pleine tête par un tueur en série. Et la soirée du 8 décembre 1980 demeurera à jamais jour de deuil pour les fans des Beatles quand John Lennon s'écroula devant l'entrée du Dakota Building à New York, tué à bout portant par un certain Mark David Chapman. L'histoire que je vais vous raconter maintenant ne concerne pas une personnalité de premier plan. Non, elle évoque la mort absurde et pathétique d'une vedette locale, dirons-nous, une animatrice de radio, qui s'efforçait chaque nuit de soulager le mal de vivre de ses auditeurs. Les stars de la radio ont beaucoup de fans, mais elles sont rarement harcelées par leurs auditeurs. Peu de gens savent à quoi elles ressemblent, ce qui leur permet de rester plus ou moins dans l'anonymat. Mais ce n'est pas le cas de Debbie Dykes, 31 ans. Elle anime une émission diffusée tard le soir en Virginie. Chaque nuit, elle écoute ses auditeurs et se livre à eux, intercalant chaque conversation de morceaux de musique. Pourquoi ne pas tout faire pour que Marilyn et d'autres ados comme elle ne soient pas déçus cette année? Elle était du genre à dire « Aujourd'hui, je suis comme ci ou comme ça ». Elle leur disait si elle se sentait de bonne humeur, triste, en colère ou heureuse parce que quelque chose de bien venait de lui arriver. Ensuite, elle leur disait « Et vous, quoi de neuf? Appelez-moi pour me raconter » ou « Qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Elle s'adressait à ses auditeurs comme Madame Tout-le-Monde. Et je pense que c'est le fait qu'elle soit si accessible qui l'a rendue populaire. Mais un jour, un homme appelle la police. Un drame s'est produit. Lorsque la police arrive sur les lieux, elle trouve le corps sans vie de Debbie Dykes dans un fossé près du jardin communal où elle avait son potager. À première vue, ça ressemblait à un crime sexuel.
Ses vêtements étaient défaits et la position du corps laissait penser qu'il s'agissait d'un crime de ce type. Le vol ne semble pas être le mobile du meurtre. Le sac de Debbie est toujours dans sa voiture, située à quelques mètres de là. De toute évidence, elle s'était débattue derrière sa voiture. Ses barrettes et ses cigarettes étaient par terre. Les traces de lutte étaient évidentes. Il y avait du sang sur la voiture. Près de la voiture de la victime, les enquêteurs trouvent un indice. On a trouvé un petit bout de plastique noir. Sur le coup, on ne savait pas ce que c'était. Il était sur les traces de pneus, ce qui voulait dire qu'il était tombé là après l'arrivée de la voiture. Alors que les enquêteurs fouillent la scène de crime, le petit ami de Debbie, Bill Campbell, avait des témoins qui l'avaient vu laver son pick-up, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il avait lavé son pick-up torse nu, alors qu'il faisait à peine 15 degrés dehors. C'était plutôt bizarre. Naturellement, les enquêteurs trouvent cela suspect. Ils décident donc de retourner examiner l'atelier du frère de Brian Lord. Le sol est incroyablement propre et comme recouvert d'une substance huileuse. Pour savoir ce qu'il y a en dessous, les techniciens vaporisent le sol avec du leucomalachite vert, un révélateur qui réagit au contact des protéines contenues dans le sang humain. En quelques secondes, de larges taches de sang apparaissent. Ça ne se voyait pas à l'œil nu, mais il y avait beaucoup de sang. Je n'en revenais pas. Aubaine pour les enquêteurs et la justice. Le sang est une substance qui s'efface difficilement. 200 litres d'eau sont nécessaires pour nettoyer 1 litre de sang versé, mais ne suffisent pas à en faire totalement disparaître les traces. Plus encore, des gouttes s'incrusteront toujours dans les interstices des planchers et des carrelages. Pour les mettre en évidence sur des scènes de crime potentielles, les experts utilisent plusieurs produits qui réagissent avec le fer contenu dans l'hémoglobine, comme le luminol ou le Blue Star. Conçu sur le même principe, le leucomalachite vert est un colorant qui réagit aux protéines contenues dans le sang humain. L'avocat de Brian Lord suggère que la chienne de son client pourrait très bien avoir eu ses chaleurs récemment et qu'il pourrait donc s'agir de son sang. J'ai dit, il faut faire examiner ce chien. Pourquoi il m'a répondu? Et moi, parce que vu la quantité de sang qu'il y a, il doit déjà être mort à l'heure qu'il est. Un test sérologique montre qu'il s'agit de sang humain et qu'il est du même groupe que celui de Tracy. Les analyses au laboratoire de la police scientifique ont révélé que le sang était de groupe O et contenait une enzyme particulière qu'on ne trouve que chez environ 4% de la population. Et il s'avérait que Tracy était du même groupe sanguin et qu'elle était justement porteuse de cette enzyme. Les experts scientifiques relèvent tous les indices qu'ils trouvent dans l'atelier du frère du suspect. Fragments de peinture, copeaux de métal, éclats de bois, débris, poussière saleté. Tous les échantillons sont ensuite envoyés au laboratoire de la police scientifique. Depuis que le labo a été créé dans les années 70, c'était la première fois qu'on nous envoyait autant d'indices à analyser pour un même dossier. Et entreposés dans l'odorothèque du centre d'Écully où elles serviront de référence. Quand un suspect est arrêté pour recueillir sa signature olfactive, on lui fait serrer dans chaque main un tissu pendant environ un quart d'heure. Ensuite, 2 des chiens de la brigade, des bergers allemands pour la plupart, tenteront de relayer l'odeur du suspect à l'odeur prélevée sur la scène de crime parmi 4 autres échantillons placebo. Et si le chien reconnaît l'odeur incriminée, eh bien il se couchera devant le bocal. Sur 195 affaires soumises au service d'odorologie de la police nationale, 73 ont abouti à une reconnaissance du meurtrier. Alors dans notre affaire, le chien policier a reniflé le manche de la binette retrouvée près du cadavre de Debbie Dickus. Puis, il s'est dirigé vers un homme qui se tenait dans la foule des curieux.
Cet homme s'appelle Ronald Blanchard. C'est lui qui a retrouvé le corps de Debbie et appelé la police. Il y avait peut-être une explication, mais ça valait tout de même la peine qu'on s'intéresse de près à lui. Ronald Blanchard, 31 ans, est un jeune marié. Il travaille sur un bateau de pêche. Il n'avait apparemment aucune raison de s'en prendre à Debbie, et il affirme que c'est l'un des passants attroupés autour de la scène de crime qui lui a dit qu'elle était une animatrice radio célèbre. J'ai enquêté sur son passé. Je suis allé au camping où il vivait avant, et j'ai découvert qu'il avait un passif très lourd. Il avait abandonné ses études et apparemment c'était quelqu'un de très instable. Blanchard nie avoir touché l'outil de jardinage quand il a trouvé le corps de Debbie. Selon lui, il a seulement pris son pouls. Sur son t-shirt, les experts trouvent des éclaboussures de sang. Les analyses révèlent que ce sang n'est pas le sien. Les protéines et les enzymes identifiées correspondaient à celles de la victime, ce qui signifie que le génome que nous avions isolé pouvait être celui de la victime, mais pas celui du suspect. Blanchard prétend qu'il a taché son t-shirt en se penchant sur le corps de Debbie, une version que les indices semblent confirmer. On obtient une trace de contact lorsqu'un objet plein de sang, par exemple une main ensanglantée, entre en contact avec un objet ou une surface sur laquelle il n'y a pas de sang. Le sang se transfère alors d'une surface à l'autre. Mais Blanchard a d'autres taches de sang sur son t-shirt, dont la présence est plus difficile à expliquer. C'est strictement identique. D'après le relevé des travaux effectués par Brian Lord, il a démonté cette clôture verte quelques semaines avant la disparition de Tracy et il l'a transportée dans son pick-up. Pour moi, ces éclats de peinture verte prouvaient que Brian Lord était bien lié à la disparition de cette jeune fille. Pour finir, les morceaux de métal trouvés dans l'atelier sont soumis à la spectrométrie de fluorescence X. Ils sont identiques à ceux retrouvés sur le corps de Tracy, sur ses vêtements et sur la couverture orange. Un cheveu retrouvé sur la couverture est examiné au microscope. Il est identique à ceux de Brian Lord. On ne sait pas pourquoi, mais Brian Lord était une personne pleine de haine. C'était un homme mauvais. La scène de crime s'est-elle tenue dans l'atelier du frère de Brian Lord? Les indices récoltés sur place semblent prouver. Mais pour soutenir le dossier d'accusation du procureur lors d'un futur procès, les experts scientifiques doivent être en mesure de relier chaque élément au suspect. Pour ce faire, ils ont à leur disposition un appareil capable d'identifier de minuscules fragments de matériaux. Un spectromètre de fluorescence X permet en effet de casser les molécules, de les séparer en ions, de mesurer leur charge électrique et d'obtenir un spectre qui fournira en quelque sorte l'empreinte chimique du matériau analysé. Et grâce à cela, les enquêteurs peuvent prouver que d'une manière ou d'une autre, Brian Lord a été en contact avec des éclats de bois et de peinture ou des fragments métalliques retrouvés sur les vêtements de Tracy Parker et sur la couverture qui enveloppait son corps. Lors de son arrestation, Brian Lord clame son innocence. Mais en vérifiant ses antécédents, la police découvre un passé violent. Dans l'enquête sur le meurtre de Tracy Parker, 16 ans, les preuves scientifiques incriminent Brian Lord. En fouillant dans son passé, la police découvre qu'il a de sérieux antécédents. Le suspect a déjà été condamné pour meurtre. Quand il était adolescent, vers l'âge de 13 ans, il est passé chez un de ses amis et il a abattu sa mère par derrière, alors qu'elle étendait le linge. Il n'avait aucun mobile, il l'a simplement tuée comme ça. Pour ce meurtre, Brian Lord a seulement passé 6 mois dans un centre de détention pour mineurs.